je veux dire d'abord que on comprend le mouvement d'exaspération, de colère, parce qu'on est privé de culture. Et pour un certain nombre d'acteurs de la culture, acteurs au sens large, la privation du contact avec le public est quelque chose d'extrêmement douloureux. Je veux leur dire qu'évidemment, on est à leur côté. Le gouvernement soutient le monde de la culture, comme je dois dire, cela n'est effectué dans aucun autre pays étranger. Il suffit de tourner un petit peu en Europe. Je ne parle même pas des États-Unis et de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Moi, ce que je veux, c'est être à l'écoute de ce monde de la culture. Nous pilotons, j'allais dire, en direct et en continu les aides qui sont nécessaires à la culture. Je suis très attentive, surtout aux jeunes. Madame la ministre, il y a des revendications précises. Je peux juste terminer. Bon, d'accord. Non, mais je veux juste dire, on entend, et d'ailleurs c'est dit dans cet article, on entend évidemment votre écoute, mais il y a des questions précises avec, par exemple, les femmes intermittentes et leur congé de maternité. C'est une série de revendications précises. Par exemple, que répondez-vous à ces revendications précises ? À cette revendication précise et parfaitement légitime, avec le Premier ministre, nous avons répondu hier et nous avons pris la mesure qui fait rentrer dans leurs droits ce qu'on a appelé les maternitantes, c'est-à-dire des personnes qui relevaient de ces droits, mais qui n'avaient pas suffisamment d'heures pour pouvoir justifier. Cette question est donc réglée sur les indemnités journalières maladie, les indemnités journalières maternité et paternité, puisqu'il y a des congés maternité. Donc c'est une question qui a été réglée dans une réunion qui a eu lieu hier à Matignon, en même temps que nous abondions les fonds d'aide, avec véritablement un objectif d'aider les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes justement, quand on songe aux jeunes, c'est-à-dire en fait des jeunes diplômés, aux artistes qui ne sont pas aujourd'hui établis, qui ont beaucoup de mal à faire leurs 507 heures, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que quand on ne fait pas ces 507 heures, on n'a pas de chômage, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, oui, il faut expliquer qu'il y a en France un joyau. C'est-à-dire, c'est le régime de l'intermittence. C'est-à-dire, les intermittents du spectacle, il suffisait qu'ils aient 507 heures avant la fin du dernier contrat pour bénéficier d'un système d'assurance chômage particulier qu'on appelle l'intermittence. Là, il y a eu une première salve de prise en charge en juillet dernier qui a fait que ce qu'on a appelé l'année blanche, c'est un peu technique, on recherchait sur les 2 ans. Alors, les artistes, à juste titre, les intermittents s'inquiètent puisque ce système va jusqu'au 31 août de cette année. Donc, j'ai confié avec Elisabeth Borne une mission à André Goron, qui est un spécialiste de cette affaire, pour évidemment mettre en place le système qui va permettre de poursuivre le système de l'intermittence avec des modulations particulières, parce que, par exemple, nous voulons absolument que soit pris en compte ce qu'on appelle les primo-entrants dans le système. Les jeunes, justement, qui n'ont pas les encore jeunes, justement, c'est quelque chose de très important. Question sur ce point, plusieurs syndicats, précisément, avaient noté qu'Emmanuel Macron a annoncé une année blanche dès l'an dernier. C'était le fameux, d'ailleurs, quoi qu'il en coûte. C'était dans ce cadre-là qui amène donc jusqu'au 31 août prochain. Absolument. Ces mêmes syndicats demandent une deuxième année blanche pour avoir évidemment une prévisibilité. Vous ne l'avez pas encore annoncé. Vous avez dit qu'il y avait un travail en cours. Pourquoi est-ce qu'on touche aux limites du quoi qu'il en coûte, justement ? Oui, parce que la situation sera un peu différente. Nous voulons faire rentrer d'autres personnes dans le système. Je parlais des jeunes, des primo-entrants. Et la situation est différente par rapport à l'année précédente. Pourquoi ? Parce que justement, on va être dans une année où, nous l'espérons, il y aura une reprise dans la période d'été. Et donc, voilà. Mais ce que je veux dire, et l'assurance en a été donnée à la fois par le Premier ministre et par moi-même, il n'y aura pas de solution au rabais. Ça, c'est véritablement important. Et M. Goron a bien reçu cette consigne dans sa mission. Pas de solution au rabais. On va avoir très vite les conclusions et bien sûr, on prendra à partir de cela une décision qui sera une décision politique. Mais je veux rassurer le monde des artistes et de l'intermittence. Madame la ministre, pas une deuxième année blanche, pour être clair. Absolument. Et alors, si vous ne l'excluez pas, néanmoins, est-ce que l'on peut avoir des dates ? Parce qu'il y a des demandes de dates
sur la réouverture des théâtres, des cinémas. Aujourd'hui, où en est-on, Madame la Ministre ? Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous faire une annonce de date. Bien entendu, l'épidémie est encore trop fluctuante, mais nous travaillons de façon extrêmement forte. Il y a d'ailleurs une réunion avec le monde du cinéma ce matin avec mes équipes pour préparer des protocoles de réouverture. Nous sommes vraiment dans cet objectif de réouverture au cours, disons, du deuxième trimestre 2021. Est-ce que vous confirmez pour les festivals d'été qu'ils pourront se dérouler normalement avec une jauge de 5000 personnes assises ? Absolument, on confirme cela sur les festivals d'été, ce qui permettra, je pense, d'assurer la majorité des festivals d'été qui sont évidemment extrêmement importants pour nos territoires. C'est une catastrophe épidémique se produisait, on ne peut évidemment pas complètement l'exclure, même si je dois dire je n'y crois pas, mais bon. D'accord. Le virus nous a joué tellement de mauvais tours, nous compenserions bien entendu les frais engagés. Frédéric Saiz. Vous avez donc dit qu'il était trop tôt, évidemment, pour avoir une date de réouverture. Néanmoins, sur la méthode, je sais que le ministère travaille à cette réouverture. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez procéder ? Autrement dit, est-ce qu'il y aura des dates différenciées pour les différents secteurs culturels ? Est-ce qu'il y aura des jauges modifiables en fonction de l'épidémie ? Ou est-ce que tout le monde sera logé à la même enseigne ? Il y a deux questions dans la vôtre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la question de la réouverture et la question des protocoles de réouverture. Moi, je milite à ce point de ma connaissance de la pandémie pour une ouverture globale à la même date des lieux de culture, mais avec des protocoles de sécurité adaptés. Un festival de musique baroque dans une église n'a pas les mêmes contraintes sanitaires qu'une salle de théâtre ou qu'une salle de concert. Enfin, donc, on peut le comprendre. Contraintes différentes. Voilà, exactement. Protocole adapté et concerté avec les professionnels. Mais avant cette date, Madame la Ministre, on prête à Olivier Véran, le ministre de la Santé, une interrogation sur le fait qu'il a du mal à expliquer pourquoi un Sephora est ouvert et pas le musée du Louvre. Vous comprenez pourquoi ? Alors, oui, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, parce que je trouve que la comparaison d'un lieu de culture et d'un lieu commercial n'a rien à voir. Un lieu de culture, c'est un lieu de débat. C'est un lieu de contact, c'est un lieu d'interaction sociale. Quand vous allez au cinéma, vous voyez un film, mais vous y allez avec des amis, un conjoint, vous discutez avant, vous allez vous retrouver dans le hall ou sur le trottoir, vous allez avoir envie de boire un verre. Et on sait très bien que la majeure partie de la contamination se fait lors d'interactions sociales. Donc, comparer une galerie marchande dans laquelle on fait une course et on repart, et un lieu de culture qui est par définition un lieu d'échange et de convivialité, je trouve que c'est curieux que même des personnes qui défendent la culture fassent cette comparaison. Malgré qui tout, n'est pas recevable. Frédéric Vous Saiz. avez pris note des études scientifiques. Vous avez peut-être entendu sur France Culture Bertrand Maury, qui est mathématicien et membre de la plateforme de modélisation sur le Covid-19, qui explique que la contamination dépend évidemment avant tout des volumes des pièces et de la ventilation. Et il explique que dans les grands musées, il y a, d'après lui, un bien moindre risque de contamination que dans des espaces un peu plus clos comme justement les galeries marchandes. D'où cette question. Est-ce que la décision de ne pas rouvrir pour l'instant les lieux culturels s'inscrit uniquement dans une logique sanitaire en raison des études, ou est-ce qu'il y a aussi un aspect politique qui après tout pourrait se comprendre puisque ce serait compliqué de faire des exceptions pour certains sites culturels et pas pour d'autres? Je réfute l'objectif politique. Véritablement... vous savez, je comprends ceux qui souffrent, mais au gouvernement, on n'a qu'une envie, qu'une idée, qu'un souhait, c'est de réouvrir, ou de rouvrir, je ne sais plus. Rouvrir, pardon. De rouvrir les lieux sur France Culture, ils vont mieux. Les auditeurs sont déjà en train d'écrire des mails. Sinon, je vais avoir des tweets vengeurs. De rouvrir les lieux de culture. Vous savez, en général, quand un gouvernement prend des décisions difficiles, on lui reproche en disant oh, c'est pour faire des économies. Mais c'est une tragédie pour tout le monde. C'est une tragédie pour le monde de la culture. C'est une tragédie pour les gouvernants. C'est une tragédie pour beaucoup de gens. Pour le monde du cinéma, la 46e cérémonie des Césars, Madame la Ministre, vous y serez ce soir ?
quoi? Je serai à la 46e cérémonie des Césars. On avait beaucoup évoqué la parité. Un honneur et un plaisir que d'y être. On a beaucoup évoqué la parité et, semble-t-il, aujourd'hui, pour cette 46e cérémonie, le compte n'y est pas. Votre réaction? Je ne peux que le regretter. C'est pas moi qui choisis le palmarès des Césars, c'est la profession qui choisit ce palmarès. Mais je crois que des progrès sont faits, des progrès notables. Et de toute façon, cette notion, en tout cas, dans la création, c'est une question de conditionnalité des aides. Vous savez que c'est un concept que nous avons mis en place, cette conditionnalité des aides, puisque le secteur de la culture, en particulier du cinéma, est massivement aidé par l'intermédiaire du Centre national de cinéma. Et j'ai imposé, c'est avec évidemment la démarche volontariste du Centre national de la musique, que le même processus soit fait par le Centre national de la musique. Et vraiment, cette question de conditionnalité des aides à la diversité, à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose de très fort. Justement, vous avez noté que la municipalité écologiste de Lyon propose un budget genré, comme ils l'appellent, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier pour chaque poste de dépenses que ces dépenses correspondent bien à la fois aux hommes et aux femmes, profitent à la fois aux hommes et aux femmes. C'est une excellente idée. Par exemple, l'équipe de football féminine touchera les mêmes subventions désormais à Lyon que l'équipe de football masculine. Je suis supportrice de l'OL féminin. Puisqu'il est question de la politique culturelle à Lyon, le fait que le budget de l'opéra soit renié de 500 000 euros. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui appréciez beaucoup l'opéra, Roselyne Bachelot? J'espère que cette décision ne va pas mettre en difficulté l'Opéra de Lyon, qui est un de nos fleurons du lyrique et de la danse. Ne pas oublier la danse, bien évidemment. Je regarde cette affaire avec intérêt. Je vais d'ailleurs recevoir... Est-ce qu'il y a trop d'argent pour ce type d'art? Je vais d'ailleurs recevoir le maire de Lyon, M. Doucet, dans quelques jours. Pour faire part de votre désaccord? Non, pour étudier ensemble les coopérations entre l'État et les villes. Moi d'ailleurs, je veux être dans cette affaire très en écoute des élus locaux. Maintenant, les politiques culturelles, elles sont menées dans le cadre de la décentralisation massivement par les collectivités territoriales. Les villes, les régions, les départements, les communautés urbaines. Moi, j'ai pas envie de donner des leçons aux élus locaux. Je veux travailler avec eux. Je veux pas non plus que l'État soit la variable d'ajustement des politiques territoriales. En compensant les subventions c'est-à-dire, on dit, moi je donne pas 500 000 euros à l'État de compléter. Évidemment, ça, ce serait pas de bonne politique, mais on va regarder ensemble la façon dont on fait en sorte que l'Opéra de Lyon continue ses missions. Frédéric Seyss. Roselyne Bachelot, la crise sanitaire a aussi créé un embouteillage au Parlement. Parmi les lois retardées depuis cette crise, celle sur l'audiovisuel et le piratage. Est-ce qu'elle sera mise à l'ordre du jour avant la fin du quinquennat? Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est-à-dire que j'ai obtenu un créneau parlementaire et la loi sur le piratage sera présentée en Conseil des ministres le 7 avril pour pouvoir être discutée d'abord au Sénat puis ensuite à l'Assemblée nationale dans les jours qui suivront, avec évidemment la loi, les dispositions anti-piratage, la constitution d'une autorité de régulation indépendante, l'ARCOM, avec la fusion du CSA et de la Hadopi, et la protection des catalogues, qu'ils soient les catalogues cinématographiques ou audiovisuels. Donc ça, c'est un élément très important, et qui d'ailleurs, dans le cadre du cinéma et de toute la production cinématographique et audiovisuelle, contribue à cette protection du cinéma français et de l'audiovisuel français. Madame la ministre, que pensez-vous de la transformation de CNews en Fox News à la française, vous qui avez travaillé pour le groupe Canal+? Absolument. Il y a déjà quelques années. C'est-à-dire que je pense que cette comparaison n'est pas recevable, parce qu'il ne peut pas y avoir de chaîne dans notre pays, de chaînes de télévision qui soient des chaînes, comment dirais-je, du type de Fox News. Chaîne d'opinion? De chaînes d'opinion. Autour d'Éric Zemmour, par exemple, maintenant que vous faites de la politique. Il faut considérer la ligne éditoriale sur l'ensemble des productions de la chaîne. Non, mais je comprends ce que vous dites, mais de toute façon, il n'y a pas de sortie de clou de la part de CNews. Pas de sortie de clou, mais est-ce que, par exemple, si on évoque la question politique, Vincent Bolloré s'intéresserait, je ne sais pas, par exemple, à Europe 1, est-ce qu'au gouvernement, cela peut inquiéter?
il y a un certain nombre de dispositions sur la concurrence et trouvez-moi le mot, anti-concentration, merci, anti-concentration qui de toute façon nous protégeront. Frédéric Seyss. Avec la crise sanitaire en matière de culture, on a vu d'autres habitudes qui ont été prises ou renforcées. On pense évidemment au streaming, à la diffusion en direct depuis le domicile. Selon vous, Roselyne Bachelot, qu'est-ce qui perdurera à l'issue de la crise sanitaire de ces nouvelles habitudes qui ont été prises ? Alors, il faut dire que la crise que nous traversons n'a pas révélé un certain nombre d'évolutions. Elle les a sans doute simplement accélérées. Là, l'arrivée du streaming, il faudrait dire un autre mot. En direct. Voilà. De numérique, on a vu cette œuvre numérique qui a atteint 69 millions de dollars. De Mike Winkelmann. Voilà, de Monsieur Winkelmann. Donc, tout ça sont des évolutions qui étaient déjà à l'œuvre. Elles les ont révélées, sans doute accélérées. Moi, cette question du numérique est une question centrale, parce que derrière le numérique peut se poser des questions de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai forcé le pas sur la transposition des directives, sur le décret, sur les services de médias audiovisuels à la demande, pour faire en sorte que la propriété intellectuelle soit protégée. Moi, ce que je veux aussi, c'est concilier les cultures patrimoniales et les cultures numériques. Par exemple, grâce au numérique, sans doute décélérer des pressions extrêmement importantes sur des lieux patrimoniaux, mais il ne faut pas les opposer, il faut au contraire les concerter. Madame la ministre, une question personnelle. Quelle sensation ça fait d'avoir été critiquée pour votre gestion de la grippe aviaire quand vous étiez grippe porcine. De la grippe H1N1, voilà, il y a 11 ans, et maintenant votre action est, disons, réévaluée. Je me dis qu'on ne peut juger d'une action politique qu'à la fin de la crise, quand on a toutes les données en main. Et je mets en garde ceux qui feraient des bilans alors que nous sommes vraiment en pleine crise. Parce que la réhabilitation... C'était très différent, votre campagne de vaccination à l'époque. On a parlé de réhabilitation et on a recalibré mon action à la lumière d'un certain nombre d'évaluations. Je ne vais pas vous dire que ça ne me réjouit pas quand même un peu. À ce propos, d'un mot, vous avez été choqué par les perquisitions au domicile d'Olivier Véran, d'Édouard Philippe, dans cette crise sanitaire par la justice ? J'ai trouvé cela vraiment extrêmement choquant, c'est-à-dire qu'on prive en pleine crise, alors que des discussions étaient prévues avec les autres ministres européens, qu'on ôte à Olivier Véran son portable et son ordinateur, le mettant dans l'incapacité d'exercer son métier de ministre. J'ai trouvé cela étonnant.